Alors c'est reparti, donc voilà, on est à l'Observatoire NOEMA de l'IRAM. Notre mission, c'est d'enregistrer des données sur toutes les composantes de l'univers, que ce soit des objets proches de nous dans le système solaire, donc des comètes, des planètes, ou plus loin, des étoiles dans notre galaxie, des étoiles qui sont en train de se former, des étoiles qui sont en train de mourir, les environnements des étoiles, est-ce qu'il y a des planètes qui se forment, comment ça se passe, ou même plus loin, on va observer des galaxies autour de nous, voir comment c'est, est-ce que ça ressemble à ce qu'on a chez nous ou pas, et même on va voir des galaxies très lointaines, et qui dit très lointaine dit que la lumière a mis du temps à nous arriver, et donc on arrive à avoir des informations sur l'évolution des galaxies et comment elles étaient peu de temps après le Big Bang. Donc voilà, on essaie d'acquérir des données vraiment dans tous les domaines. Et on va commencer par regarder avec quoi on essaie d'avoir ces données. C'est avec cet instrument qu'on appelle NOEMA. C'est ce qu'on voit sur la photo. On peut remarquer plusieurs choses hein, sur la photo. On reviendra à différents aspects au cours de cette présentation. La première chose qu'on peut voir, c'est que c'est joli, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Ensuite, on voit que notre instrument, il ne ressemble pas vraiment à un télescope tel qu'on peut avoir dans son jardin, sur son balcon, ou l'image qu'on a avec une coupole, un tube, un miroir. Et ça, c'est parce que nous travaillons en radioastronomie et pas en astronomie optique. Et donc, les ondes qu'on va essayer de capter, ce ne sont pas les mêmes. Elles ont des caractéristiques différentes, en particulier leur longueur d'onde, qui est leur taille caractéristique, est plus grande. Et donc, on ne va pas utiliser des miroirs comme en lumière optique, mais on va utiliser des antennes telles que celles qu'on peut voir. Un autre aspect, c'est on n'a pas juste une antenne, on a 12 antennes. Et ça, c'est parce qu'on est un interféromètre. Alors, la notion d'interféromètre, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas y aller vous expliquer ça dans cette présentation, mais voilà, c'est ce qu'on est quand même. Et dernier point, vous voyez qu'on est sur une montagne, j'y reviendrai après. On va commencer par ces antennes. Et sur l'image, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, ce sont des grosses antennes. La parabole qu'on peut voir, elle fait 15 mètres. C'est-à-dire que si on regarde le haut de notre antenne, il est à la même hauteur qu'un immeuble de 3 étages. Donc ça commence à faire. Hein. Vous voyez sur l'image de droite, il y a un personnage à côté de l'antenne. On se rend compte un peu des dimensions. De premier abord, ça ne ressemble pas vraiment à un télescope et pourtant le principe de fonctionnement est vraiment le même que celui d'un télescope. Si on reprend un télescope tel qu'on peut avoir chez soi, qu'on peut acheter facilement, qui ne coûte pas forcément très cher, etc., on a en général un tube, comme on va voir à gauche, avec au fond de ce tube un miroir dont le rôle va être de collecter de la lumière qui vient d'une étoile, d'une galaxie, d'un quelque chose du ciel, la concentrer sur un deuxième miroir qu'on peut voir au milieu du tube, et lui va envoyer vers notre œil à travers un oculaire, et puis on va voir les images des objets de l'univers tels qu'on peut les regarder à droite. Alors des fois on ne voit pas aussi bien parce que j'ai pris des images un peu jolies, mais on peut voir les anneaux de Saturne, ça se voit assez facilement, les raies, les bandes de couleurs sur Jupiter également, on peut voir des amas d'étoiles, on peut regarder les détails sur la Lune, etc. Donc ça, c'est un télescope, ce qu'on appelle optique, donc qui marche avec la lumière que notre œil peut capter. Nous, notre antenne, c'est un télescope. Simplement, au lieu de détecter la lumière que notre œil peut capter, il détecte des ondes qui sont comme la lumière, mais que notre œil ne peut pas voir. Ce sont les ondes millimétriques. Je mets ici le principe d'un télescope normal et de nos antennes, et vous voyez que ça se ressemble. Hein. On a les ondes qui arrivent sur la grande parabole qui fait office de miroir. Elles sont concentrées sur le deuxième petit miroir qui est au bout des quatre pattes, et puis elles sont envoyées au cœur de l'antenne. Et là, on ne va pas mettre notre œil. Ce qu'on va utiliser là, c'est un détecteur qui va être capable de capter ces ondes, de les envoyer de façon électronique vers nos équipements pour les analyser. Donc, ce qui se passe, c'est que donc, au lieu de notre œil, on a ce qu'on appelle un récepteur. C'est le dessin c'est la photo que je viens de faire apparaître. Vous voyez, c'est assez complexe, on y reviendra juste un peu après. Et puis tout ça, ça va aller dans nos bâtiments pour être traité de façon électronique. Il y a beaucoup de calculs qui sont faits avec les données enregistrées. Ensuite, ça crée des fichiers de données qui vont être analysés par des astronomes. Et ces astronomes, ils vont réussir à
faire ce que nous on appelle des images. Ça ressemble pas, c'est pas aussi comment dire, intuitif que ce qu'on peut faire, ce qu'on voit quand on met notre œil dans un télescope, mais au final, ça nous donne des informations sur à quoi ressemblent les objets qu'on va étudier. J'ai mis quelques exemples à droite. On voit qu'on a quelque chose qui ressemble à un anneau, c'est le disque autour d'une étoile. Euh, ces images, elles sont toutes en fausse couleur par contre. Ce que ça va nous donner, c'est des informations comme est-ce qu'il y a beaucoup de matière, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de matière, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est pas chaud, quelle est la composition chimique à tel endroit ou à un autre endroit. C'est ce genre d'informations qu'on va déduire de tout ça. Donc voilà, je vous ai montré là vraiment le parcours du signal depuis le ciel jusqu'à nos analyses d'astronomes. Et déjà, on peut faire un petit point sur les métiers qui sont impliqués euh, dans ce parcours. Et rien que sur cette diapo ici, on a des gens qu'on voit. Il y a un électronicien qui est un ingénieur électronicien qui est capable de programmer des cartes électroniques pour analyser les signaux qu'on capte et faire en sorte que les astronomes ensuite puissent vraiment travailler avec. On a des astronomes sur l'image du milieu. Également, évidemment, on n'est pas un observatoire sans astronomes. Et enfin, derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'informatique parce que les signaux, une fois qu'ils sont enregistrés, on a des gros fichiers, donc il faut des grosses capacités de stockage de données. Il faut avoir des programmes spécifiques pour analyser les données. Il faut aussi des programmes pour piloter les antennes, etc. Donc au final, il y a beaucoup, beaucoup d'informatique derrière, que ce soit au niveau infrastructure ou au niveau pilotage de tous nos instruments. Donc voilà pour le principe. On va regarder un peu plus en détail le récepteur, donc qui est l'élément qui va capter les ondes du ciel pour les envoyer dans nos câbles et dans nos ordi au final. On voit que c'est en fait composé de beaucoup d'éléments différents. Et à gauche, en fait, c'est pas comme ça que c'est dans l'antenne. Quand on va dans une antenne, c'est comme à droite, où on voit que c'est dans une grosse enceinte métallique qui est en fait refroidie à moins 270 degrés. Tout ça parce que les ondes qu'on essaye de capter, elles sont très faibles par rapport aux signaux environnants, c'est-à-dire les signaux émis ne serait-ce que par le ciel ou par les équipements eux-mêmes. Tout ça, ça émet des ondes. Et si on ne refroidit pas, on va être noyé dans une espèce de bruit ambiant et on n'arrivera pas à voir les signaux qui nous intéressent. Donc là, pour faire un instrument comme ça, il faut des gens qui savent faire de la cryogénie, ça veut dire construire des enceintes qu'on arrive à refroidir. Je répète, moins 270 degrés Celsius, on est à 3 degrés au-dessus du zéro absolu. On a des ingénieurs qui sont spécialistes des ondes, on appelle ça des ingénieurs et techniciens radiofréquences. On a des gens qui font de l'électronique derrière. Voilà. Au cœur de donc ce récepteur, il fait à peu près 1 mètre de taille en gros. L'élément, on va dire un des éléments les plus importants qui est au cœur de ça, il va faire plutôt quelques microns. Donc il est vraiment minuscule et il est fait à l'IRAM dans une salle blanche par des gens spécialistes de ça. Donc c'est un élément superconducteur qui est fait en déposant des couches minuscules de différentes matières les unes sur les autres pour réussir à transformer ces ondes qui arrivent du ciel en un signal qu'on va pouvoir transporter, amplifier et analyser par la suite. Donc là encore, on voit des métiers qui sont impliqués à l'IRAM avec des gens qui travaillent dans les salles blanches, techniciens, ingénieurs. Ils sont plutôt dans des parcours qu'on appelle matériaux, physique des matériaux. Ensuite, tout ça c'est intégré dans des composants un peu plus gros. On peut voir l'espèce de croix qui est au milieu. C'est le bloc au sein duquel on va fixer le petit élément dont je parlais tout à l'heure. Et ce bloc, il doit être fait de façon très précise. Et il est fait à l'IRAM aussi par un service mécanique qui va être capable de faire de la mécanique de précision. Donc ça, c'est un objet qui fait quelques centimètres. Et c'est fait à l'IRAM. Ce service mécanique, il va avoir des gens spécialistes dans le design, c'est-à-dire la conception des éléments, mais aussi il va avoir les gens qui les fabriquent, les techniciens qui les fabriquent. Il est capable aussi, ce service mécanique, de s'occuper des choses beaucoup plus grandes comme les antennes. Les antennes qu'on a, que vous avez pu voir sur la photo, elles ont été conçues à l'IRAM et elles sont assemblées par les gens de l'IRAM
dans le hall de montage qui est juste à côté de nous. On pourra peut-être le voir tout à l'heure. C'est une opération qui est vraiment là, on est à l'autre bout de la salle blanche, hein. On est dans un grand hall, on a des grues, on a des grosses pièces métalliques qui font jusqu'à 5 tonnes et on assemble tout ça ici de façon la plus précise possible pour que notre antenne elle soit une parabole presque parfaite. On voit un peu sur l'image de droite que la surface de la parabole elle est faite en fait de panneaux. On voit des traces un peu en damier. Ce sont les différents panneaux qui composent la surface. Et ces panneaux, ils sont alignés avec une précision qui est à peu près la taille d'un cheveu. Donc quelques dizaines de microns, c'est la taille d'un cheveu. Donc vous imaginez, on a un élément de 15 mètres de taille qui est fait de plusieurs panneaux, 176 panneaux. Et tous ces panneaux, ils sont alignés avec des erreurs inférieures à la taille d'un cheveu. Donc pour faire ça, on a des spécialistes de la mécanique, de la modélisation des antennes, et puis on fait appel aussi à des géomètres pour placer ces panneaux correctement. Donc là, tout ce que je vous ai dit avant, et y compris le service mécanique, ce n'est pas situé à l'observatoire même où on se trouve, c'est dans nos laboratoires à Grenoble, et tous les éléments sont amenés sur la montagne pour observer. Donc on revient à notre image du début, et je l'avais déjà dit tout à l'heure, on voit qu'on est sur une montagne. On est dans les Alpes du Sud, à 2500 mètres d'altitude, sur un plateau qui s'appelle le plateau de Bure. Alors, pourquoi on se met sur une montagne? Parce que quand on observe l'univers, quelque chose qui nous gêne beaucoup, c'est l'atmosphère qui est entre notre instrument et l'objet qu'on étudie, et l'espace, on va dire. Et donc, si on monte sur une montagne, eh ben, on laisse un bout d'atmosphère sous nos pieds, et cette atmosphère qu'on a sous nos pieds, il ne nous gêne pas. Et ici, on a un bon exemple, on voit qu'il y a la mer de nuages derrière le plateau. Ça veut dire qu'on avait de l'eau dans le ciel, des nuages, mais ils sont sous nous, donc ils ne nous dérangent pas, et nous, on arrive à faire des observations assez précises. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que vous voyez, la photo, là, elle est en plein jour, et nos antennes, elles pointent le ciel. En fait, le soleil, il ne nous perturbe pas pour observer. Il n'émet pas d'ondes millimétriques, ou quasiment pas. Du coup, nous, on peut observer toute la journée et toute la nuit. Par contre, ça ne se fait pas tout seul, il n'y a pas de télécommande, donc il faut du monde ici pour faire les opérations sur cette montagne. Et donc ces gens-là, c'est les opérateurs qui travaillent en général dans cette pièce où je me trouve, sur les écrans qui sont juste derrière moi, mais qui, juste en ce moment, sont dehors parce qu'on est en train de déplacer les antennes. Vous voyez qu'elles sont placées sur des rails, et selon la science qu'on veut faire, on va déplacer les antennes sur les rails pour avoir des propriétés différentes. Et donc ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en direct. Donc voilà, donc on est sur une montagne, comme je le disais, quand on laisse la mer de nuages sous nos pieds, ça veut dire qu'on arrive à faire des observations de bonne qualité, on est content. Par contre, ça a aussi des inconvénients d'être sur la montagne, c'est que des fois il fait pas beau, des fois il fait froid, des fois on a du vent qui va jusqu'à 200 km/h, on a du givre, de la neige. Nos antennes, elles sont soumises à rude épreuve, et donc ça peut arriver qu'on ait des pannes, ça peut arriver qu'on ait des tas de neige qui nous empêchent de déplacer les antennes, ou même de bouger, ou même d'aller voir à une antenne si tout va bien, etc. Donc les opérateurs tout seuls, ils ne suffisent pas à faire marcher cet observatoire. Et donc il y a une équipe technique autour des opérateurs qui est composée de techniciens et de mécaniciens, dont le rôle va être de s'occuper de ce qu'on appelle la maintenance préventive et curative des antennes. La maintenance préventive, ça veut dire que tous les ans, on va voir les antennes, on va faire plein de vérifications, on va regraisser les engrenages, on va vérifier que tous les systèmes fonctionnent bien, on va faire de la peinture pour pas qu'elle s'abîme, etc. Et aussi, on va faire de la maintenance curative, ça veut dire qu'on va réparer les problèmes qu'on a détectés pendant l'hiver. Donc ça, c'est fait par une équipe technique qui est ici au plateau. L'accès au plateau de Bure, il n'est pas simple. On est à 2500 mètres d'altitude, il n'y a pas de route qui mène ici. On a un téléphérique qui marche quand les conditions météo le permettent. Par contre, nous, on veut observer le plus possible. On veut observer tous les jours, toutes les nuits, jours fériés, dimanche. On veut que ça marche tout le temps. On veut que s'il y a un problème, on puisse le réparer le plus vite possible. Donc tous ces gens de l'équipe technique, ils travaillent et ils résident ici à l'observatoire pendant leur période de travail.
Ça veut dire qu'il faut aussi de la logistique. Il faut que ces gens ils puissent dormir, il faut que ces gens ils puissent manger. Donc, on a aussi sur site un cuisinier. On est un des observatoires où on mange le mieux. C'est officiel. Et on a aussi quelqu'un qui s'occupe de faire marcher le téléphérique pour monter les personnes, mais pour monter aussi la nourriture et pour monter le matériel quand on veut installer des nouveaux matériels, quand on veut réparer les antennes, quand on veut changer des choses. Donc on a vraiment tout un panel de métiers qui est représenté ici à l'Observatoire, en plus des métiers dont j'ai parlé au début, qui sont à Grenoble dans notre institut. Pour terminer, j'illustre un peu tous ces métiers avec ces images ici. Donc ce sont des images prises à l'Observatoire exclusivement. Si on repart un peu, on a des cuisiniers qui font à manger. On voit à gauche, en haut, la salle à manger avec beaucoup de monde en train de manger. Euh, Si on regarde à côté de ça, à droite, on a une personne devant les écrans qui sont derrière moi. C'est un opérateur qui est en train de faire marcher les antennes. Les opérateurs, ce sont des gens, en général, sont des techniciens en mesure physique. C'est des gens qui ont fait souvent un BUT mesure physique en général, voire plus. L'idée, c'est que notre instrument, il fait appel à beaucoup de parties de la physique. Et donc, pour comprendre un peu ce qui passe aux différents niveaux, c'est bien d'avoir des gens qui ont une formation assez généraliste et qui à la fois comprennent la physique et à la fois un côté technique, parce que des fois, c'est eux qui vont aller réparer ou déplacer les antennes, comme ça se passe aujourd'hui, ou comme c'est illustré par la photo à gauche, celle du milieu, qui est donc en dessous de la salle à manger. Donc ça, c'est pour nos opérateurs. Ensuite, on a un astronome qui s'occupe de vérifier la qualité des données qu'on enregistre et de voir si tout va bien à ce niveau-là. Les astronomes, donc c'est des chercheurs, c'est des gens qui ont fait des doctorats, donc qui ont fait beaucoup d'études, en général en physique, et qui font beaucoup, beaucoup d'écrans pour analyser les données. Ensuite viennent les parties un peu plus techniques. Vous voyez les photos en bas à droite et en bas à gauche. Ce sont les mécaniciens en train de piloter les engins de déneigement. Donc nous, quand on veut déplacer les antennes sur leur rail, il ne faut pas qu'il y ait des monticules de neige. Donc il faut avoir des gens qui nettoient, qui poussent la neige en permanence. Donc ce sont des conducteurs d'engins, ce qu'on appelle les mécaniciens. Ils transportent aussi la neige. Vous voyez l'image du milieu à droite. On transporte de la neige pour la faire fondre et faire alimenter notre système d'eau pour alors pas pour boire, mais pour se doucher, se brosser les dents. Et ils réparent aussi les groupes électrogènes, c'est l'image en haut à droite. Donc vous voyez, ils ont vraiment des capacités très variées. En fait, comme on est peu nombreux sur site et qu'on doit être autonome et être capable de faire des choses, même quand il ne fait pas beau, même quand personne ne peut venir nous aider, tout le monde est très polyvalent à l'observatoire. C'est également vrai pour les techniciens qui vont, eux, être plutôt dans ce qui est électrique et électronique, comme on peut le voir sur la colonne, l'avant-dernière colonne d'images, avec des gens qui regardent leur récepteur de plus près, qui regardent de ce qu'on appelle le miroir secondaire sur une nacelle dans la photo du milieu, ou qui regardent l'électronique qui traite nos données. Voilà, donc là j'ai fait un peu le survol de tous les métiers qui sont à l'observatoire. Et pour terminer, je fais pareil, mais avec les métiers qui sont à notre institut, l'IRAM à Grenoble. Euh, Où là, alors c'est des choses un peu plus dans la technique, dans le laboratoire, on va dire. Un peu pêle-mêle, on voit en haut à gauche, on a des astronomes en train d'analyser des données. Juste à droite, une réunion d'astronomes. En dessous, on voit des électroniciens en train de regarder leur équipement, de changer des cartes, de tester des choses. Et puis, si on va à droite, on a quelqu'un qui est en train de refroidir vous voyez, avec le tablier bleu et la bonbonne et la fumée, il est en train de travailler avec de l'azote liquide pour refroidir les détecteurs et les tester. Comme j'ai dit tout à l'heure, nos détecteurs, ils fonctionnent à très basse température. Donc voilà, il faut faire ça de temps en temps. En dessous, on voit quelqu'un qui est en train de travailler dans la salle blanche. Et à droite, on a plutôt l'aspect service mécanique avec un projeteur donc, qui travaille à l'ordinateur, qui fait la CAO, etc. en haut. Et en dessous, des techniciens qui travaillent sur les machines-outils. Euh, voilà. J'ai fait un peu un survol de tous ces métiers qu'on trouve à l'IRAM. Et moi, je vais pouvoir prendre des questions.
Je suis peut-être un peu en Alors, avance. première chose, Jérémy, tu vas nous expliquer où on est là, dans quelle salle on est, à quoi servent les instruments qui sont, et que nous montrent les écrans qui sont derrière, et puis ensuite tu nous emmèneras jusqu'aux vitres de l'atelier. Ça marche. Donc les écrans qui sont derrière moi, je ne sais pas exactement, on voit tous les écrans. Ils servent vraiment à avoir le retour des antennes en direct, de savoir dans quelle direction elles pointent, est-ce qu'elles sont bien connectées, est-ce que tout va bien, comment elles sont réglées, parce que les détecteurs, on peut changer les réglages selon la science qu'on va vouloir faire. Il faut changer certains paramètres. Donc on a tout ça dans des tableaux qui nous donnent les informations. On a aussi une vision du ciel qui nous montre un peu les différents objets qu'on pourrait observer en ce moment. En particulier, régulièrement, on va observer ce qu'on appelle des sources d'étalonnage. Donc, c'est des objets qu'on connaît bien. On sait qu'ils sont très brillants, on les connaît. Du coup, on sait que quand on va les observer, on devrait enregistrer des données euh, qui sont, comment dire, standards. Et si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un peu notre moyen. Chaque fois qu'on va recommencer à observer après du mauvais temps, par exemple, on va aller chercher les objets qu'on connaît bien pour être sûr que tout va bien. Donc voilà, donc ça, il y a beaucoup d'écrans pour avoir ça. On a un retour météo de l'autre côté pour nous dire s'il y a du vent, quelle est l'humidité dans l'atmosphère, parce que plus il y a de l'humidité, moins on va faire des observations de bonne qualité. Donc, on a besoin de savoir quelles sont les conditions météo en direct. Si le vent devient trop fort, on va devoir arrêter d'observer parce on risque de faire de trop fortes contraintes sur nos antennes. Ça fait 15 mètres de diamètre. Donc, quand il y a du vent, ça fait beaucoup de prise au vent. Ça fait beaucoup de force sur les moteurs. Et comme on veut éviter de casser, on doit les mettre en sécurité. Donc, on a tous ces retours qui sont ici. C'est vraiment le centre névralgique de l'observatoire. Alors, après, si on regarde, je vais me déplacer vers ici. Euh, à travers ces fenêtres, on va voir le hall de montage des antennes. Donc, c'est là qu'on construit nos antennes. Donc, l'instrument. Alors, je vais l'éteindre pour qu'on voit peut-être mieux à travers les fenêtres. C'était l'autre. Donc, c'est un énorme hangar métallique. Nos antennes, elles font 15 mètres. Le hangar, il a été dimensionné pour pouvoir les accueillir. Donc, il fait 20 mètres de haut, tout en tôle. Et il permet non seulement de construire des antennes, mais quand on ne construit pas des antennes, on va chaque année rentrer les antennes pour pouvoir faire leur entretien, ce qu'on appelle la maintenance. Donc vérifier que tout va bien, repeindre, regresser, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est ce hangar ici. Voilà, je ne sais pas. Allez, je retourne là-bas. Merci beaucoup, Jérémy. On va passer donc à la séance des questions, mais avant cela, on fait une pause de 3 minutes pour permettre aux participants de discuter entre eux, éventuellement de choisir les questions qu'ils souhaitent nous poser, te poser. Voilà, on se retrouve dans 3 minutes. Voilà, alors donc Jérémy, on commence par de petites questions de vocabulaire. Tu as parlé du zéro absolu, qu'est-ce que c'est? Une salle blanche aussi et un supraconducteur, les trois définitions. Alors, le zéro absolu, c'est un concept physique qui correspond au moment où la matière ne bouge plus du tout. C'est-à-dire que quand on a du gaz, plus il fait chaud, plus le gaz il bouge, il a de l'énergie parce il a de l'énergie, ça fait de la chaleur, ça bouge. Si on refroidit, ça bouge de moins en moins. Et le zéro absolu, c'est le moment où on va tout figer. Donc il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui arrivent à être quelques millièmes de degrés du zéro absolu, etc. Nous, en fait, 3 degrés au-dessus du zéro absolu, pour les spécialistes, c'est facile, hein. C'est quelque chose qui est faisable. En fait,
Notre récepteur, c'est un espèce de gros frigo, mais qui va fonctionner avec un gaz spécial qui s'appelle l'hélium, qu'on va faire un cycle de compression-décompression. C'est ce qui se passe derrière votre frigo. Euh, Simplement, bah, on est un peu plus froid. Ouais. Il fait moins 270. Euh, Après, donc, quand j'ai parlé de salle blanche, donc une salle blanche, en fait, c'est une partie d'un laboratoire où on va travailler sur des matériaux à la fois petits, à la fois très sensibles. On va vouloir faire des choses très pures. On veut aucune poussière dans l'air. Donc c'est un laboratoire qui va être, on le voyait sur la photo que j'ai montrée tout à l'heure, les gens qui travaillent dans la salle blanche, ils ont une combinaison complète, intégrale. Ils ont des gants, ils ont quelque chose sur la tête. On veut qu'il n'y ait rien qui vienne polluer nos matériaux. Et ensuite, ils vont faire des procédés physiques ou chimiques pour créer des couches, par exemple, très fines de métal sur un support. Il y a plusieurs opérations qu'on peut faire, il y a plusieurs équipements. Nous, une des parties vraiment importantes qu'ils font, c'est ce qu'on appelle la jonction. C'est un superconducteur. Donc, un superconducteur, c'est un composant qui a un comportement électrique particulier. Euh, il va, dans certaines conditions, être complètement isolant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de courant électrique qui passe. Et dans certaines conditions, il va laisser passer le courant. Euh, c'est assez complexe, mais c'est souvent ce genre de composé qui marche à très basse température. Donc c'est pour ces superconducteurs aussi qu'on doit refroidir notre récepteur. Et donc ça, pour faire un superconducteur comme ça, nous, on fait une espèce de sandwich de matière où on va faire 3 couches de composants différents et des couches qui font des microns. C'est vraiment tout petit, tout petit. Alors, on a aussi d'autres questions techniques. Comment on a choisi le diamètre des antennes, par exemple? Alors, le diamètre des antennes, dans l'absolu, on voudrait avoir les antennes les plus grosses possibles pour 2 raisons. C'est d'abord, plus on a une grande surface, plus on collecte d'ondes et donc plus on va pouvoir voir des objets faibles. On va concentrer plus d'ondes, donc plus de lumière, c'est pareil, et on va pouvoir voir des choses qui sont tellement faibles qu'on ne les verrait pas sans ça. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que plus on fait une antenne qui est grande, plus elle va pouvoir aller voir des détails petits quand on observe un objet. Donc dans l'absolu, on voudrait des antennes géantes. Le problème, c'est qu'il y a des contraintes mécaniques. Je l'ai dit, la chose très importante pour nous, c'est que notre surface des antennes, elle doit avoir une précision de l'ordre de 50 microns, moins que 50 microns. C'est-à-dire qu'on veut que nos panneaux qui composent la surface, ils aient des décalages inférieurs à 50 microns. Et ça, plus on fait quelque chose de grand, plus c'est difficile à faire. Donc, donc il faut faire un peu un compromis entre notre capacité à garder une surface de qualité et de faire une grande surface. Il y a un autre aspect, c'est que plus c'est grand, plus c'est lourd, plus c'est compliqué à, euh, à déplacer, puisque nous, on veut orienter la parabole vers l'objet qui nous intéresse dans le ciel. Si on fait quelque chose de trop grand, c'est compliqué de pointer vraiment très précisément. Et justement, comment on les déplace sur les rails? Alors, quand on déplace les antennes sur les rails, elles sont équipées comme les trains. Elles ont des roues en métal, ce qu'on appelle des bogies. Elles ont un groupe électrogène. On allume le groupe électrogène, on débranche les antennes puisque normalement elles sont branchées dans le sol. Il y a des prises pour avoir de l'énergie et pour transférer les données via des fibres optiques. Donc, d'une part, envoyer les informations et d'autre part, récupérer les données. On débranche tout ça et on fait rouler les antennes sur les rails comme des petites locomotives électriques. Alors, en termes de construction, il faut combien de temps pour construire une antenne? Et puis, l'observatoire également, il a fallu combien de temps? Alors, l'observatoire, il a commencé à être construit dans les années 80. Il a commencé à avoir 3 antennes. Dans les années 90, il a commencé à observer avec 3 antennes. Et puis, régulièrement, c'est une grande force de notre institut, il a su s'améliorer au cours du temps. On a mis 4 antennes, 5 antennes, 6 antennes. Et là, dernièrement, depuis entre 2015 et 2022, il y a eu une grosse phase d'amélioration
où on a rajouté 6 antennes en quelques années. On construisait à peu près une antenne en 1 an. Donc ça veut dire qu'on a les pièces métalliques qui arrivaient ici, on commençait le gros mécano. Pendant ce temps, les gens à Grenoble fabriquaient les composants les plus technologiques, les plus fins, puis les envoyaient ici, ils étaient intégrés, et au bout d'1 an, on pouvait rajouter une antenne dans notre interféromètre. Alors donc, si je comprends bien, elle fonctionne uniquement en ondes millimétriques. Oui, nous, les ondes qu'on détecte, ce sont des ondes électromagnétiques, donc comme de la lumière, mais la lumière, elle a une taille caractéristique qui fait à peu près 500 nanomètres, on va dire, c'est 0,5 micromètres, donc 5 millièmes de millimètre, donc c'est assez petit. Et nous, on regarde des ondes dont la taille caractéristique, elle fait quelques millimètres. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on soit plus gros que des télescopes qui vont observer des ondes plus petites, parce que tout suit la taille caractéristique de l'onde qu'on veut étudier. En fait. Jusqu'à quelle distance vous avez pu observer des objets dans le ciel? Alors, au bout d'un moment, on raisonne plus tellement en distance, parce que, donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on observe quelque chose qui est très loin, la lumière a mis tellement de temps à arriver que ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé il y a des millions, voire des milliards d'années. Donc, les distances dans ces cas-là, on en parle en années-lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on observe, à quel moment c'était par rapport au Big Bang. Et nous, on a réussi à détecter des galaxies quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc, centaines de millions d'années après le Big Bang, ça peut paraître énorme, mais le Big Bang, c'était il y a 13 milliards d'années. Donc, on a réussi à vraiment détecter des objets qui sont extrêmement loin. Je ne saurais pas dire exactement la distance, mais ce qui compte, c'est que vraiment, c'est des objets qui étaient là vraiment pas longtemps après le Big Bang. Alors, question très technique, quel est le pouvoir de résolution d'une antenne? Alors, donc comme je l'ai dit, le pouvoir de résolution d'une antenne, il va dépendre de sa taille. Une de nos antennes, comme ça, typiquement, elle a un pouvoir de résolution qui est de l'ordre de ce qu'on a, c'est des fractions de degrés, hein, c'est assez petit sur le ciel. Ça fait ce qu'on appelle des secondes d'arc, donc c'est des degrés divisés par 3600, donc c'est vraiment tout petit. On fait à peu près 50 ou 30 secondes d'arc. Pour se rendre compte, ça fait un dixième de la Lune à peu près. Donc c'est vraiment une toute petite partie du ciel. Ça veut dire que par exemple, nous, on n'observe pas le ciel au hasard en se disant tiens, je vais détecter quelque chose. On doit viser très précisément la zone qui nous intéresse pour observer. Après, comme j'ai dit, on est un interféromètre et donc on a fait une astuce, c'est que pour pouvoir voir des détails encore plus petits, au lieu d'utiliser juste une antenne de 15 mètres comme nous, on utilise plusieurs antennes en réseau. Donc on va combiner les signaux et au final, on fait comme si on observait avec une seule antenne qui aurait la taille de notre interféromètre. Donc ce qui compte, c'est plus la taille d'une antenne, c'est la distance entre les antennes. Et grâce à ça, on voit à l'heure actuelle, nos antennes, elles font 15 mètres, elles sont séparées par exemple de 150 mètres. Ça veut dire on a gagné un facteur 10, donc on va pouvoir voir des détails 10 fois plus petits que si on avait juste une seule antenne. Est-ce que ça a un intérêt d'ajouter encore des antennes et éventuellement de pouvoir encore les éloigner alors? Alors, bien sûr, plus on rajoute d'antennes, plus on va collecter d'ondes et plus on va pouvoir détecter des choses qui sont très faibles, ou les choses qui sont moins faibles, on pourra les observer plus rapidement et donc on sera plus efficace. Donc, rajouter des antennes, c'est toujours intéressant. Et pouvoir les écarter, c'est pareil, parce qu'on va pouvoir voir des détails toujours plus petits. Alors là, on a un petit souci, c'est qu'on commence à arriver à la limite de notre plateau. Dans le projet d'extension que j'ai mentionné, non seulement on a rajouté 6 antennes, mais on a aussi doublé la longueur des voies sur lesquelles elles se déplacent. Donc maintenant, on peut avoir une distance qui ne sera pas 150 mètres, qui sera plutôt 1500 mètres. Donc on va gagner encore un facteur énorme. Euh, mais on est un peu à la limite du plateau. Donc si on voulait rajouter des antennes, il faudrait commencer à aller les dispatcher autour du plateau, sur d'autres montagnes. Au niveau technologique, ça commence à être un sacré défi. Ouais. Alors là, on va aborder la vie donc à l'observatoire. Et il y a une question sur l'eau.
Donc, alors, comment vous récupérez l'eau potable? Est-ce qu'il y a de l'eau sur le site? Comment vous lavez? Enfin bref, hein? L'eau, c'est la vie. Oui. Alors, comment ça marche? Donc, il y a deux aspects. Donc, l'eau, on a de la neige, on a de l'avantage, on a de la neige. Et quand on fait fondre de la neige, on a de l'eau. Donc, nous, on fait ça tout le temps. On est en train de faire fondre de la neige, ça se passe juste derrière moi, là. Et c'est inséré dans notre réseau de tuyaux qui va amener ça aux chambres, aux sanitaires, etc. Cette eau, elle est un peu traitée, elle est filtrée, mais elle n'est pas assez traitée pour devenir potable. Donc ça veut dire qu'on va s'en servir pour l'eau sanitaire, les douches, les toilettes, le brossage de dents, ça va. Si jamais on mourait de soif, on pourrait boire quelques gorgées, mais il ne faudrait pas boire que ça. Et donc tout ce qui est eau qu'on consomme, c'est de l'eau minérale en bouteille, hein. On a un projet de se faire un deuxième réseau parallèle avec de l'eau potable qui alimenterait des fontaines où on pourrait remplir des gourdes et puis la cuisine pour essayer de limiter notre consommation de plastique parce que ça représente beaucoup, beaucoup de déchets plastiques. Donc ça devrait se faire dans les mois à venir. Mais il me semble que l'été, il n'y a plus de neige. Alors on a une astuce, ça se voit pas du tout, mais à côté ici, on a un énorme trou dans lequel on va pousser la neige tout l'hiver. On va remplir notre trou. Il doit faire, je pense, 30 mètres de profondeur sur 30 mètres de large. Donc, ça fait une grande quantité de neige. Et puis, tout l'été, on a notre mécanicien qui va aller chercher des gros paquets de neige et les amener dans notre bassin de fonte. Et donc, en général, on n'a pas besoin de monter de l'eau au téléphérique. On arrive à vivre avec la neige, sauf les années où l'enneigement est trop faible. Mais c'est assez rare. Ouais, c'est le principe de la glacière, hein. C'est un principe très ancien et qui fonctionne encore, là, hein. Ouais, c'est ça. C'est de la physique, hein. Oui. Alors, il y a une question sur la venue des matériaux. Nous, on est monté en téléphérique. Oui. Je pense qu'on ne pouvait pas mettre les plaques qui servent à la construction. Alors, comment ça arrive jusqu'ici? Alors, en fait, ce téléphérique, il est mixte. Il a un côté avec une cabine permet de monter 15 personnes. Et sur l'autre côté, au lieu d'avoir une cabine qui descendrait quand l'autre monte, il a ce qu'on appelle un palonnier. Donc, c'est en fait un genre de grue sous lequel on va pouvoir mettre différents éléments. On peut accrocher des véhicules. Nous, on a des véhicules sur le site, ils sont montés comme ça. Donc, on accroche avec des sangles et des chaînes. Il a aussi une grande caisse dans laquelle on va pouvoir mettre des palettes euh, de matériaux. Et pour tout ce qui est nourriture, on a des glacières assez grandes dans lesquelles on met la nourriture fraîche qui monte par téléphérique et qui arrive jusqu'à notre cuisine. Et un hélicoptère de temps en temps? Alors l'hélicoptère, c'est la solution de secours quand le téléphérique ne peut pas marcher. S'il y a des périodes de maintenance un peu longues où il faut vérifier les câbles, vérifier des choses. Et donc dans ces cas-là, oui, c'est l'hélicoptère qui nous apporte la nourriture et les matériaux et qui descendent aux poubelles. C'est la descente de poubelle la plus chère de- qu'on connaisse. Question pour la vie donc en altitude, ça provoque des difficultés. Enfin, vous avez des difficultés, ça provoque des soucis des maux de tête, des choses comme ça? Alors on est à 2500 mètres d'altitude. On est donc ça veut dire que l'atmosphère est moins dense que à une altitude en plaine, etc. On n'est pas encore dans des altitudes où tout le monde souffre, où il faut qu'on ait de l'oxygène, etc. On a quelques personnes qui peuvent faire ce qu'on appelle le mal des montagnes. Donc ça arrive de se sentir pas bien à cause de l'altitude. Mais principalement, ce qui se passe, c'est qu'on se dessèche un petit peu. Et donc, il faut qu'on boive beaucoup et qu'on humidifie nos chambres pour bien dormir. Voilà. Oui, on en a fait l'expérience cette nuit. Alors, une question, il y a des rotations, enfin, vous restez combien de temps sur le site? Alors, il y a plusieurs rythmes de travail. L'équipe de base, vraiment le cœur de l'instrument qui va permettre d'observer et de gérer les problèmes en temps réel, elle travaille sur un rythme de 7 jours à l'observatoire et 14 jours en bas. Donc pendant ces 7 jours, ils travaillent 10 heures par jour. Ça fait qu'ils font 70 heures, donc 2 semaines de 35 heures en 7 jours, en dormant sur site. Et ensuite, ils vont descendre et avoir 14 jours de repos ou de formation. Voilà, on peut faire d'autres choses en bas.
Ça, c'est vraiment l'équipe, le cœur de base, c'est 6-7 personnes qui sont là les week-ends et lors des fêtes et des jours fériés, etc. Donc, c'est vraiment voilà, 6-7 personnes maximum. Le cuisinier, la personne qui gère le téléphérique, un technicien, un mécanicien et 2 opérateurs qui se relaient en 2 fois 12 heures. Donc, il y a une personne qui commence à 2 heures du matin, qui finit à 2 heures de l'après-midi et qui se fait relayer par l'autre à 2 heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin, ça pendant 7 jours. Et donc, on a 3 équipes comme ça qui tournent tout au long de l'année. Et après, on a quand même d'autres personnes qui montent de façon plus ponctuelle ou de façon hebdomadaire. On a l'équipe d'encadrement qui va monter les lundis et descendre en fin de semaine. Et puis tous les gens de Grenoble, de notre institut, qui vont venir soit réparer, soit installer des nouveaux équipements, qui eux, ponctuellement, vont venir passer quelques jours ici pour travailler, puis retourner dans leur bureau. Alors, juste- Donc sur le site au final, donc le week-end, il y a 6-7 personnes, comme je disais. En semaine, on va monter, en général, l'hiver, on va être une quinzaine en gros. Parce que l'hiver, il y a de la neige, toutes les antennes sont dehors, donc il y a moins d'activité à l'observatoire. On est vraiment concentré sur les observations. C'est aussi le moment où l'atmosphère est le meilleur, donc on est vraiment concentré sur les observations. Par contre, l'été, comme il y a l'entretien des antennes, l'entretien des bâtiments, plus de travaux extérieurs, on peut monter à 30 ou 40 personnes. Si j'ai bien compris, il y a plusieurs labos. Donc, il y a des labos à Grenoble hein, Oui, qui ont des activités aussi différentes et qui sont complémentaires. c'est ça. Donc nous, l'IRAM, on a l'observatoire ici et on a notre institut, ce qu'on appelle nos quartiers généraux, qui sont à Grenoble, où on va voir tout ce qui est administration, euh, gestion de l'informatique, donc à la fois infrastructure, donc réseau, avoir des ordinateurs pour travailler, avoir des disques durs pour sauver nos données qui sont énormes, euh, des astronomes qui s'occupent de vérifier les données, travailler avec la communauté, qui font aussi de la recherche, et puis les groupes techniques dont j'ai parlé, les électroniciens, les gens de l'atelier du service mécanique, les gens de la salle blanche, et tout ça, c'est à Grenoble. Ouais. Question très concrète, vous êtes payé par qui et combien gagne un opérateur? Alors, la partie facile, donc l'IRAM, c'est une collaboration franco-allemande et espagnole. On est financé en majorité par la France et l'Allemagne, et l'Espagne à un moindre niveau. C'est de l'argent qui vient des organismes de recherche. Donc en France, c'est le CNRS. En Allemagne, c'est son équivalent qui s'appelle le Max Planck. Et en Espagne, c'est l'IGN. Donc c'est des instituts publics de recherche qui chaque année fournissent un budget à l'IRAM. Et ensuite, l'IRAM, par contre, est indépendant dans sa gestion. Une fois qu'il y a le budget, il peut choisir dans une certaine mesure évidemment, mais choisir les orientations techniques pour le futur, etc., les investissements. Voilà. Pour ce qui est des salaires, alors un opérateur qui serait un technicien en mesure physique qui va opérer un instrument scientifique comme ça, c'est un petit peu en dessous des 2000 euros net par mois, vers 2000 euros. Et vous avez un statut de fonctionnaire? Non. Alors en fait, on ne peut pas être fonctionnaire de plusieurs pays à la fois. Et comme on est financé par l'argent public de plusieurs pays, en fait, la solution, c'est de faire une entreprise de droit privé. Donc, on est des salariés du privé qui fonctionnent avec 100% d'argent public. Alors des questions sur le parcours, donc les filières scientifiques, le parcours scolaire, Oui. c'est pour faire ce travail, alors d'opérateur ou d'astronome, quel parcours il faudrait suivre? Alors, pour ce qui est astronome, en gros, c'est de la physique qu'il faut faire. Il y a 2 grandes façons d'arriver à l'astronomie. Il y a une partie qui est plus universitaire, donc on va faire après le bac fac de physique fondamentale. Jusqu'au master. Et au master, on va se spécialiser en astrophysique. Puis on va faire une thèse. Donc après 5 ans d'études, on commence une thèse. Et à ce moment-là, on commence à être déjà chercheur. On est encore étudiant, on est chercheur, on fait vraiment la transition d'un monde à l'autre. L'autre façon d'y arriver, c'est de passer par les prépas, les écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles comme l'ENS ou des choses comme ça. euh, et de récupérer quand même le master à la fin pour devenir faire de l'astrophysique et puis faire une thèse après. Donc ça, c'est vraiment la partie, les cursus les plus longs pour travailler ici. Quand on regarde les techniciens, les opérateurs, donc
en général, on cherche quelque chose autour des gens qui ont un BUT en mesure physique. Donc, c'est 2 ans d'études après le bac, 2 ou 3 ans maintenant d'études après le bac. On a quelques personnes qui ont fait un master en physique, donc c'est 5 ans. Euh, Dans les parties plus techniques, on a des gens qui font des BTS, que ce soit en maintenance industrielle pour ce qui est électrique, électrotechnique, en machine-outil pour ce qui est du service mécanique. On a des gens qui ont fait d'autres IUT plus euh, physique des matériaux, etc. Et des ingénieurs aussi dans chaque domaine. Alors, je t'avais prévenu, Jérémy, il y a une question. Vous avez donc tous participé à la formation des Jedi? Parce qu'il y a évidemment un collège qui a remarqué qu'il y avait la figure tutélaire de Maître Yoda derrière. Voilà, notre calme nous devons garder et du coup on essaye de travailler dans l'esprit des Jedi. Non, c'est un ancien collègue qui est parti à la retraite et qui en partant a fait le cadeau à l'observatoire de ce poster qui est fait en fait, je ne sais pas si on arrive à voir, c'est plein d'images des différents films de Star Wars parce qu'il y avait, il y a quelques fans de Star Wars ici à l'observatoire, il faut le dire. Bon, mais c'est vrai qu'en regardant les étoiles à l'extérieur, on a l'impression d'être dedans. Hein. C'est l'Empire contre-attaque, non? On va terminer par quelque chose d'un peu plus sérieux. Quelles sont les découvertes importantes qui ont été réalisées à l'observatoire? Alors, il y a 2 grands domaines qui ont bénéficié beaucoup des observations avec notre observatoire NOEMA. Le premier, c'est celui des disques autour des étoiles jeunes. Donc, quand une étoile se forme, la matière qui l'a formée, dans la matière qui a servi à la former, il y en a qui restent en dehors de l'étoile et qui créent un disque autour. C'est dans ce disque que se forment les planètes. Et c'est un moment de l'évolution de la matière entre l'univers, enfin, comment dire, entre l'univers, les étoiles, puis les planètes et la vie, qui n'est pas très bien compris. Et ici, on a réussi à observer beaucoup de disques et de disques donc qu'on appelle protoplanétaires, ça veut dire avant qu'il y ait des planètes, pour les caractériser, comprendre quelle taille ils ont, est-ce qu'il y a beaucoup de poussière par rapport au gaz, est-ce qu'il y a beaucoup de gaz, quelle est la composition chimique. Je saurais, je ne saurais pas dire un résultat précis dans ce domaine qui est vraiment une révolution, mais c'est vraiment l'ensemble des observations qui permet d'avancer. Je dis souvent, mon point de vue de la recherche, c'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose qui avance petit à petit, et chaque observation, chaque projet fait avancer petit à petit les, la connaissance en fait, notre compréhension de l'univers. Donc voilà. L'autre domaine euh, qui, qui, qui utilise beaucoup de temps d'observation ici, c'est celui des galaxies très éloignées que je mentionnais tout à l'heure. Et donc, la galaxie la plus éloignée qui est connue à ce jour, on a réussi à l'observer pour voir de quoi elle était composée, quelle était la proportion de poussière et de gaz. Et ça permet de comprendre l'évolution de l'univers après le Big Bang et comment se forme la matière pour former des galaxies, puis des étoiles, etc. Et quand on est sur le site, on sent très fort hein, l'esprit d'équipe. Alors je pense que ça contribue justement à travailler sereinement et à œuvrer hein, pour la recherche. Oui, c'est lié un peu au fait que le lieu est assez isolé. Euh, et donc, les gens qui travaillent ici en permanence, qui sont là le week-end, bon, bah déjà, ils passent 7 jours ensemble, hein, ils mangent ensemble matin, midi et soir, ils travaillent ensemble, donc forcément, ça crée des liens. Et le fait de gérer les problèmes, c'est ça qui va faire qu'il y a un gros soutien mutuel et un esprit d'équipe assez fort, effectivement. Allez, une dernière question. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet en cours? Alors, dans les projets en cours, je peux en mentionner un puisque je suis collaborateur dessus. On va essayer d'observer Titan, qui est un satellite de Saturne. C'est un gros satellite de Saturne. On aime bien le regarder parce que quelque part, on se dit que c'est un peu un cousin de la Terre. Il est gros, il y a une atmosphère, on sait qu'il y a de la météo, il y a des lacs, il y a des nuages. On aime bien étudier ça pour comprendre pourquoi là-bas, il n'y a pas de la vie alors qu'ici, il y a de la vie, etc. Et donc, nous, avec Noéma, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir la composition de l'atmosphère de Titan, comprendre quels sont les gaz qui sont dedans et comprendre un peu mieux les cycles de gaz et un peu faire de la climatologie de cette planète.
Eh bien, un grand merci à toi, Jérémy, pour ces explications très claires. J'espère que tous les participants ont apprécié ton implication et puis le souci que tu as eu de rendre accessibles des notions quand même assez complexes.